Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour un presque podcast. J'espère que l'épisode vous plaira. On va parler d'un sujet assez particulier et un peu de niche, mais qui peut aider vraiment beaucoup de personnes et avec, je pense, une conclusion en tout cas que moi j'ai tirée et qui, je pense, peut être adaptée à pas mal de situations qu'on peut rencontrer dans notre vie. C'est assez flou comme ça, mais vous allez voir, ça va certainement faire sens pour vous au fur et à mesure de l'épisode. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails, mais ça va être un petit peu compliqué, donc je pense qu'on va être encore sur un épisode long. Donc moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'a touchée personnellement, donc avec une expérience qui m'appartient, et une expérience qui n'est pas universelle. C'est vraiment là, c'est mon moment disclaimer, il y a pas mal de choses que j'ai envie de dire avant de rentrer dans le vif du sujet et qui sont hyper importantes parce que c'est important, je pense, de mettre un petit peu les choses au clair sur ce sujet. Donc la première chose, c'est que comme je l'ai dit la dernière fois, je n'ai pas de diplôme spécifique dans les domaines dont je parle. Là, on va toucher au domaine médical, je n'ai pas de diplôme dans le domaine. Vraiment, je vous parle juste de mon expérience personnelle, je rapporte des choses qu'on m'a dites, je rapporte des conclusions qui sont écrites dans mes examens médicaux, ça ne va pas plus loin et les opinions que je rapporte ne sont pas, comme je l'ai dit, des opinions universelles et surtout elles peuvent tout à fait coexister avec des opinions qui diffèrent un petit peu ou bien même complètement. Je vais parler des côtés, comme vous l'avez vu dans le titre certainement, négatifs de la pilule parce que moi pour le coup elle a failli me tuer, hein. Vous allez comprendre après. Mais voilà, c'est pas pour autant que je dis que la pilule elle est néfaste pour tout le monde. Je sais très bien qu'il y a des personnes pour qui en fait leur confort de vie dépend de la pilule. Donc on ne met pas des mots que je n'ai pas dit dans ma bouche. Merci par avance. Et ceci étant dit, mon but avec ce que je vais vous raconter, ça va être surtout de vous raconter mon histoire qui va peut-être refléter aussi des situations dans lesquelles vous vous êtes vous-même déjà retrouvés et qui vont peut-être aider en fait. Je pense que c'est plus de l'ordre de la prévention, mais aussi et surtout, et c'est avec ça que je vais finir pour cette introduction à rallonge, je veux vous parler de ça aujourd'hui parce qu'en fait je suis en train de construire les fondations d'un prochain épisode de Presque Podcast qui va porter cette fois-ci sur l'endométriose. Quand je vais vous raconter tout ce que je vais vous raconter, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte et quel rapport est-ce que ça a avec l'endométriose, mais vous comprendrez. Ça va mettre du temps, mais vous allez comprendre, d'accord ? Faites-moi confiance s'il vous plaît. Je sais que dans une vidéo précédente, j'ai parlé de l'endométriose et que ça a intéressé du monde. J'ai proposé de faire une vidéo sur le sujet et c'est ce que je veux faire à terme. Mais je pense vraiment que passer par ce story time, ça peut aussi être intéressant pour vraiment comprendre la globalité de ma situation et la raison pour laquelle mon chemin est un petit peu plus particulier que ce que vous avez pu déjà entendre. Alors attention, je ne dis pas que je suis le personnage principal de cet univers, des cas particuliers en médecine, il y en a à l'appel. Mais voilà, je me suis dit que ce serait fun, puisque c'est vraiment le mot à utiliser, je ne sais pas. Intéressant, on va partir sur ce mot. Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de parler de mon aventure et de finalement ce qui a mené à terme à un diagnostic de l'endométriose et à une prise en charge comme je suis pris en charge désormais avec toutes les connaissances que j'ai sur moi-même et ce que ça a causé comme événement on va dire positif mais aussi négatif. Non, malheureusement on ne peut pas faire l'un sans l'autre souvent. Donc voilà, ça c'était pour l'introduction qui est extrêmement longue et je suis désolée, je pense vraiment que cet épisode va être très très long. Je m'en excuse d'avance, mais promis c'est intéressant, enfin en tout cas en étant la personne qui a vécu le truc, moi je trouve que c'est hyper intéressant. Alors moi de mon côté, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un peu... je vais pas vous mentir, c'est grave, dans le sens où ça aurait pu très très mal finir pour moi. Par contre, ce que je ne veux pas faire, c'est vous parler d'un ton grave, très solennel, très formel et faire ouin-ouin, parce que c'est bon, c'était il y a 8 ans, c'est passé, je suis en bonne santé. J'ai réfléchi avant de le dire, mais ça va. Et voilà, ça aurait pu très très mal finir, mais au final, ça a bien fini. Donc, autant en parler, non ? Alors, avant de commencer, je vais vous dire un secret. Le secret, c'est que je n'ai absolument rien préparé en termes de notes, de plans, d'ordre du jour ou que sais-je. Je vais vraiment me baser sur mes souvenirs. Après, c'est moi qui ai vécu le truc, donc
je pense que ça va le faire. Mais voilà, si c'est un petit peu brouillon, etc., j'espère que, encore une fois, je réussirai à tout arranger, rendre le truc très digeste au montage. Peut-être que ça me servira de leçon aussi. Il faut que je prépare mes vidéos. Je me dis aussi que ça fait beaucoup plus naturel. Enfin, j'ai pas envie que ce soit un exposé parce que c'est ma vie. Et ma vie, c'est pas un exposé. Enfin, je suis une personne avec des émotions, quoi. Donc voilà, je voulais que ce soit quand même le plus naturel possible et qu'on puisse parler tranquille, quoi. Donc bref, ce que je vais faire, en fait... Et vous allez comprendre pourquoi je le fais comme ça. Je dis souvent ça, je tease beaucoup, hein. Je tease vraiment beaucoup. Mais vous allez comprendre, promis. Je vais vous parler en fait de mon expérience avec la pilule, du tout début jusqu'à la toute fin. C'est une aventure du coup qui dure 2 ans. Moi j'ai commencé à prendre la pilule, donc la pilule contraceptive. C'était en 2015, j'avais pas encore 19 ans. Et comme beaucoup de personnes qui prennent la pilule à l'époque, la pilule de première intention qui était donnée, c'était Lilou G. Je sais pas pourquoi, c'était comme ça. Ça l'est peut-être encore, je sais pas, hein, mais ça fait très très longtemps que j'ai pas pris la pilule, donc je sais pas. En tout cas, ma première pilule, ça a été Lilou G, et je l'ai prise pendant, je pense, à peu près 6 mois, quelque chose comme ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vous prescrit la pilule pour la première fois, on vous dit que ça prend généralement 3 cycles, donc en gros 3 mois, pour vraiment voir un petit peu comment on supporte la pilule. Voir si y a des effets secondaires qui peuvent apparaître, mais qui en fait, au fur et à mesure du temps, vont se tasser, voire même disparaître, ou en tout cas perdre en intensité, etc. etc. Donc moi à cette époque-là, j'ai vraiment observé mon corps à fond et j'ai essayé de voir si j'avais des effets secondaires qui m'embêtaient avec cette fameuse pilule, et spoiler, oui. Je sais plus exactement ce que c'était ces effets secondaires qui m'embêtaient, parce que là on parle de quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, hein. Mais je sais que j'étais pas emballée par cette pilule, j'aimais pas trop. Donc je suis repartie voir mon gynécologue et je lui ai dit écoutez, Lilou G, ça me va pas. Est-ce qu'on peut essayer une autre pilule? Parce que celle-là, j'ai pas l'impression, il y a des effets secondaires avec lesquels j'ai pas envie de continuer pour toute ma vie. Parce que à l'époque, du coup, j'étais censée prendre la pilule pour toute la vie, entre guillemets, pour une longue période en tout cas, parce que en fait, j'étais à une période où moi on m'avait toujours dit moyen de contraception le plus répandu c'est la pilule, etc. On n'avait pas toutes ces informations qui sont arrivées bien plus tard, parce que maintenant il y a plein de personnes qui savent que la pilule c'est vraiment pas toujours tout rose. Il y a plein de personnes qui prennent des alternatives à la pilule en termes de moyens de contraception. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas malheureusement faire sans la pilule pour des raisons de santé, mais voilà, les langues se sont déliées sur le sujet de la pilule. Les personnes qui la prennent en ont aussi eu marre des effets secondaires qui finalement impactent la qualité de vie, le confort de vie. À l'époque, c'était pas vraiment le cas, où ça commençait mais à peine, donc c'était quelques petits articles par-ci par-là sur des blogs et tout, c'était vraiment pas répandu, en tout cas c'était pas arrivé jusqu'à mon cercle, et du coup la pilule c'était le moyen de contraception de première intention quand on était une personne qui voulait se protéger et qui n'avait encore jamais eu d'enfant, etc. etc. Donc je retourne voir mon gynécologue, je lui dis Lilou G c'est non, proposez-moi autre chose. Donc mon gynécologue en fait il m'a dit ok, pas de souci, on va tester une autre pilule. La pilule que mon gynécologue m'a fait tester, et c'est du coup la dernière pilule que j'ai prise de toute ma vie, c'est Triafémi. C'est une pilule, alors déjà premièrement, ça je m'en souviens très très bien, qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale, d'accord? Ça c'est un premier point qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais qui est très important à noter. Je les ai sentis passer, les 35 € par 3 mois, je crois. Mauvais souvenir. En plus, je rentrais seulement dans la vie active. Enfin, même pas. Non, j'étais encore en cours. J'étais encore à l'université et je payais genre 35 € les 3 plaquettes de pilules. Terrible. Terrible. C'est une pilule dite, il me semble que ça s'appelle comme ça, triphasée. Donc en fait, les cachets qu'on prend ne sont pas dosés de la même manière au fur et à mesure des semaines, des moments du cycle en fait. Donc moi, c'est une pilule comme ça que mon gynécologue m'a proposée. Je me suis dit, why not? En plus, c'était une pilule anti-acnéique, donc je me suis dit, pourquoi pas? Donc j'ai pris cette pilule. Et le temps est passé. Et en fait, il y a quelque chose qu'il faut savoir à mon propos, sur lequel je vais pas non plus énormément épiloguer, c'est que je suis une personne extrêmement anxieuse. Mais quand je dis extrêmement anxieuse, c'est vraiment extrêmement anxieuse, d'accord? Et je suis une personne qui, jusqu'à aujourd'hui, ne veut pas d'enfant. Voilà, ça arrive, je n'ai jamais voulu d'enfant de ma vie, il n'y a pas eu une seule seconde de mon existence où je me suis dit un enfant, ça pourrait être cool. Jamais. D'accord? Donc moi vraiment, la pilule en tant que moyen de contraception, il faut qu'elle fasse son taf.
d'accord? Et en fait, l'idée de la pilule, même si je savais que c'était le moyen de contraception de première intention, etc., l'idée de prendre un cachet, en fait, de faire reposer la presque totalité du fait de ne pas avoir d'enfant sur un cachet, ça m'a toujours terrifiée. Alors évidemment, il y a d'autres moyens de contraception. Enfin, on n'est pas dans un cours de SVT de 4e, donc je ne fais pas l'affront de vous expliquer ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir un bébé, d'accord? Mais le fait est que vraiment, moi, me dire que juste ce petit cachet que je prends peut m'empêcher d'avoir un enfant et qu'il faut que je compte sur cet objet inanimé que j'ingère pour ne pas avoir d'enfant, enfin c'était toujours, je me disais toujours, mais purée, mais si je pars en vacances et que je l'oublie, si juste j'oublie de la prendre tout court, c'était vraiment une grosse source d'anxiété pour moi, à tel point que, et là c'est peut-être le détail le plus embarrassant que je vais dire de toute cette vidéo, d'accord? Mais c'est vraiment pour illustrer mes motivations pour la suite. En fait, la pilule me rendait tellement anxieuse que j'avais 2 réveils sur mon application horloge de mon téléphone. J'avais une application qui me mettait aussi un rappel pour prendre ma pilule. Et tous les soirs, presque, allez, 5 jours sur 7, durant ma phase d'endormissement, j'avais toujours ce petit moment où je me disais « ma pilule, est-ce que j'ai pris ma pilule ?» Et où je ne me contentais pas juste de me dire est-ce que j'ai pris ma pilule et de me dire oui c'est bon j'ai pris ma pilule. Non, mon cerveau me faisait me monter la tête à tel point qu'il fallait que je me relève, que je prenne ma petite plaquette et que je regarde que la pilule du jour avait bien été sortie de la plaquette et ingérée par moi-même. Enfin, je veux pas d'enfant. Je sais pas si c'est... Je sais pas si vous avez compris, je veux pas d'enfant. C'était assez inconfortable en fait, parce que ça prenait pas mal de place dans mon quotidien. C'était chiant, hein. Une personne qui a de l'anxiété, c'est pas toujours rose dans son cerveau, et là vraiment, moi, c'était vraiment quelque chose qui prenait de plus en plus de place dans mon quotidien. Donc vraiment, je me suis dit, mais est-ce que ça va être ça toute ma vie? En fait, à un moment, vraiment, ça a fait tilt et je me suis dit, mais non, enfin, je vais pas stresser d'avoir pris ma pilule et avoir 2 réveils, plus une application, plus me réveiller en plein milieu de la nuit parfois pour aller voir que j'ai bien pris ma pilule. Enfin, c'est... Enfin, soit je vais voir un psy, soit j'essaie de trouver un autre moyen de contraception. Enfin, je peux pas rester comme ça. Du coup, je repars voir mon gynéco. Je vous dis ça, c'était en avril-mai 2017. Donc il s'est passé du temps quand même. J'ai pris la pilule pendant assez longtemps. Et triaphémie, il faut savoir qu'elle ne me faisait aucun effet secondaire en fait. Mis à part ce qui se passait dans ma tête, qui était déjà bien assez glauque, bien assez chiant. Mais sinon, mis à part ça, RS, vraiment. Je supportais très très bien cette pilule. Enfin, elle était... En fait, j'avais aucun effet secondaire visible, mais la pilule, derrière, elle était en train de travailler dur pour me rendre la vie très très compliquée au bout d'un moment. Vous allez comprendre. Au mois d'avril-mai 2017, je vais voir mon gynéco et je lui dis écoutez, la pilule c'est bien, hihi, haha, mais ça me rend anxieuse à la mort. J'ai fait mes petites recherches, monsieur le docteur. Sachez que je sais qu'il y a des moyens de contraception qui existent et qui ne sont pas aussi chiants que la pilule. En sachant que j'étais aussi dans une période de ma vie où je me disais mais vraiment ingérer des hormones synthétiques comme ça toute ma vie, ça a vraiment des effets positifs? Je suis pas sûre en fait. Mais j'étais, voilà, j'ai pas fait beaucoup plus de recherches parce que je pense que ce que j'aurais trouvé ça m'aurait terrifiée. Mais je me suis juste dit, enfin, il n'y a pas un moyen plus peace and love de pas avoir d'enfant, mis à part le bout de plastique. En plus du bout de plastique. Et en fait, du coup, je suis partie voir mon gynéco en lui disant monsieur le gynéco, je sais ce que je veux. Je veux un stérilet au cuivre, sans hormones. Un truc que vous me mettez dans l'utérus et que vous ne retirez que 5 ans plus tard. Et qui m'empêche d'avoir des enfants. Et moi, j'ai pas besoin de me dire est-ce que j'ai pris la pilule, est-ce que ceci, est-ce que cela, parce que le stérilet, il est dedans. Alors, je sais qu'il peut y avoir des déplacements, des rejets, des trucs, des machins, mais à un moment, l'anxiété, voilà, je peux pas... C'est pas rationnel, ok? Donc mon gynéco, il me dit écoutez, je comprends ce que vous me dites, et effectivement, le stérilet au cuivre, c'est une option, mais j'aimerais que vous y réfléchissiez davantage. Je vais vous faire 2 ordonnances. Une ordonnance pour le stérilet au cuivre et une ordonnance pour l'implant
ce qui est un implant en fait qui se met dans le bras et qui est aux hormones, hein, qui délivre des hormones en continu, qui du coup n'est pas à la pilule, donc qui ne s'ingère pas tous les jours et qui pourrait en fait être une alternative moins stressante pour moi parce que voilà, au moins l'implant je sais qu'il est là, je le touche, il est dans mon bras. Mais du coup il avait des hormones, donc presque toutes les cases étaient cochées, mais pas toutes, contrairement au stérile et au cuivre, où pour moi, en fait, toutes les cases étaient cochées de ce que je voulais dans une contraception à ce moment-là. Le gynéco me passe les 2 ordonnances, il me dit « Reprenez rendez-vous avec ma secrétaire, vous venez donc soit avec l'implant que je vous mettrai, soit avec le stérile et au cuivre que je vous mettrai, sans problème. » Il m'a fait son laïus un petit peu hein, sur les côtés positifs et les côtés négatifs des 2 moyens de contraception. Et il m'a dit voilà, maintenant la balle est dans votre camp, donc vous venez au prochain rendez-vous avec ce que je dois vous installer, en gros. Je dis ok, mais moi, avant même de sortir de son cabinet, je savais très très bien que je n'allais même pas regarder en direction de l'ordonnance avec l'implant. C'était mais impensable pour moi. C'était le stérile au cuivre que je voulais. Et j'étais têtue à cette époque. Donc je reprends rendez-vous avec mon gynéco pour à peu près entre le 20 et le 25 juin. Je sais plus exactement, mais je sais que c'était sur le mois de juin que j'avais rendez-vous, etc., etc. Donc, en fait, moi, je ressors victorieuse de ce rendez-vous avec le gynéco parce que je sais que je peux arrêter la pilule. Donc, je m'étais dit, les plaquettes à 30 balles, par contre, je vais les finir. Il m'en restait plus qu'une à terminer. Donc, j'ai gentiment écoulé les stocks de la dernière plaquette qui me restait. Sauf que, et c'est là qu'on rentre dans le vrai story time, les gars. C'est là, c'est maintenant, tout de suite. Attachez vos ceintures. Parce que l'ironie du sort... Attachez vos ceintures, juste. Je suis à 4 jours d'arrêter la pilule pour toujours, d'accord? Il me reste 4 cachets à prendre. Je me réveille un matin, on est en juin 2017. J'étais sur ma 2e semaine de mon tout premier travail, mon vrai poste, à temps plein, 35 heures, etc., qui me servait en fait à me payer mon permis de conduire. Comme ça, vous savez tout. Et je me réveille un matin et je me sens engourdie. Je me sens engourdie du bras droit et je me dis mais chiant, j'ai mal dormi, je suis toute engourdie, un peu embêtant. Je ne fais pas plus attention que ça parce que je viens de me réveiller, donc ma tête est dans un endroit peu glamour, vous me l'accorderez. Je ne réfléchis pas plus à la question, juste je suis à 1 heure, 1 heure et demie à peu près de partir de chez moi pour me rendre au travail, donc moi il me faut très très longtemps pour me réveiller, pour que mes 2 yeux soient en face de leur trou, que mon cerveau fonctionne correctement et fasse voilà, les liens sur les sujets, sur des situations données. Donc vraiment dans le brouillard, je me dis mon bras est engourdi, chiant, j'ai mal dormi, c'est dommage. Je me rends compte quand même que à aller 1/4 d'heure, 20 minutes de partir de chez moi, mon bras est toujours extrêmement engourdi. Et il est engourdi au point où, ça y est, je commence à me réveiller davantage et je me dis, mais c'est bizarre parce qu'il n'est pas vraiment engourdi comme si j'avais juste mal dormi sur mon bras. Il est vraiment, je ressentais un genre de pression, de pas normal, en fait. Hein, voilà, le nom de la sensation, c'est pas normal. Et je regarde mes bras et je me dis, mais il y en a un qui a quand même une couleur assez bleuâtre. C'est bizarre de se réveiller avec le bras bleu, non? Et là, je me mets à paniquer. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Je suis sur la 2e semaine de mon tout premier travail, je suis en pleine période de formation, je veux être hyper bien vue, etc. Je peux pas louper le travail juste parce que j'ai le bras engourdi, c'est quoi cette raison de merde? Et vu que je suis super intelligente et que j'ai un sens des priorités vraiment exceptionnel, je me dis, je vais mettre mes chaussures et je vais aller au travail, c'est pas grave, c'est juste un bras engourdi, si ça se trouve dans la journée, ce sera réglé, je vais juste faire l'autruche, et si par contre j'ai encore le bras engourdi ce soir, j'en parle à ma mère, j'en parle à mon père, et on voit ce qu'on fait. Je vais pour mettre mes chaussures. Et là, mesdames et messieurs, je m'en souviendrai toute ma vie parce que vraiment, c'était une de mes paires de Doc Martens hautes. Je mets ma chaussure, et en fait, je vais pour faire mes lacets, et je n'arrive plus à fermer mon poing de mon bras qui est engourdi. Et je me mets à chialer, d'incompréhension en fait. Je pleure en me disant mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi mon bras ne fonctionne pas? Pourquoi je n'arrive pas à fermer mon poing? Pourquoi je me sens engourdie? Pourquoi mon bras est bleu, accessoirement? Que se passe-t-il? C'est à ce moment-là que je me dis bon, on va peut-être appeler papa. Et je lui dis papa, j'ai un souci. Je lui explique et il me dit va chez le médecin. Va voir le médecin. Je dis ok, le dis pas à maman. Parce que ma mère s'inquiète, vraiment elle s'inquiète très très vite et très très fort, enfin c'est une maman. Donc je lui dis, le dis pas à maman tout de suite,
s'il te plaît. Et j'appelle mon médecin. Donc on est à une époque en fait où les médecins, quand vous les appelez et que vous avez un problème, ils vous disent pas ok, bah alors j'ai un rendez-vous l'année prochaine. Ça se passe pas comme ça. On est à une époque encore, 2017, où on arrive à avoir des rendez-vous médicaux assez rapidement. C'est-à-dire que j'appelle mon médecin, il est 8h55, un truc comme ça, et il me dit ok, venez pour 9h30. Je vais voir mon médecin, je lui raconte, et là le médecin me regarde et il me dit mais bah c'est bien d'être venu, mais en fait il va falloir aller aux urgences madame. Parce que moi j'ai pas les appareils nécessaires pour vraiment faire tous les examens qui peuvent déterminer ce que vous avez, mais les symptômes sont quand même assez alarmants. Donc allez aux urgences en fait. Donc quand le médecin me dit ça, je me dis ok, c'est peut-être un petit peu plus sérieux que ce que je pensais initialement. Et je rappelle mon père, je lui dis bon bah voilà, et le médecin m'a dit d'aller aux urgences, donc je vais aux urgences. Mais j'étais quand même un peu détente. C'est-à-dire qu'après la crise de larmes initiale de chez moi au moment de mettre mes chaussures, je suis allée chez le médecin sereine, et puis là je suis partie aux urgences en bus, enfin voilà, j'ai pas demandé de l'aide, j'ai pas quoi que ce soit. Et donc j'appelle mon père, je le tiens au courant, et je lui dis bah faut prévenir maman. C'est vraiment genre, faut sortir l'artillerie lourde, faut prévenir maman. Donc je sais plus qui de mon père ou moi prévient ma mère, mais bref, donc ma mère est mise au courant et tout. Et elle dit bah ok, bah j'abandonne ma vie entière, j'abandonne mon travail et je viens au chevet de ma fille en fait. Une maman, très clairement. J'arrive aux urgences et là en fait, on va arriver sur une partie de mon story time. Vous voyez là depuis tout à l'heure, je hihi haha, c'est rigolo et tout parce que c'était il y a longtemps et si je vous le raconte c'est que je suis encore en vie donc tout va bien. Mais par contre là on arrive sur une partie où c'est hyper important de se rendre compte de ce qui s'est passé et de se rendre compte que c'est pas juste à moi que c'est arrivé, que ça arrive à beaucoup de monde et que des personnes malheureusement perdent la vie à cause de ça. Voilà, changement d'ambiance complet. Vous êtes prêts ? J'arrive aux urgences, je donne mes symptômes patati patata. Les urgences, ça prend un temps de zinzin. C'est-à-dire que du coup j'arrive, c'est le matin, je pense que je suis arrivée à 10h du matin, je suis ressortie à 17h30, d'accord ? Donc ça prend extrêmement longtemps entre la première personne qui me voit à l'accueil, la première personne qui me pose des questions, etc. Le moment où on me dit ok, allez dans telle chambre, y a un médecin qui va venir vous voir, vraiment il se passe mais 1000 ans et demi, d'accord ? On s'accroche, ma mère est sur le point de péter un plomb parce que sa fille, on sait pas ce qui lui arrive et tout le monde fait comme si tout était normal, donc vraiment ma mère elle était mais elle se contenait hein. Elle se contenait mais de zinzin. J'arrive du coup dans la chambre, j'attends, et au bout d'un moment, il y a un médecin qui arrive. Et qui, vraiment genre, je suis désolée, mais il a pas passé mon vibe check, ce médecin, d'accord ? Genre, il est arrivé dans la pièce et je me suis dit, oh, ouais, bon, bah je vais te faire confiance, mais... Il était pas super aimable. Mais... Voilà, je sais aussi que travailler aux urgences c'est hyper compliqué, etc. Moi de mon côté, j'ai été très polie et tout à fait courtoise avec lui. Hein. Je l'ai pas regardé en me disant toi ton énergie elle est un peu off, faudrait que tu réalignes tes chakras. C'est pas. Voilà. Mais dès le départ, j'ai vu que le médecin c'était un peu. Enfin, il prenait pas trop mon dossier qu'il avait entre les mains au sérieux. Et ça a été confirmé quand il a commencé à me poser des questions et quand il a commencé à remettre un petit peu en question ce que je lui disais, l'intensité des symptômes. Ça se voyait en fait, il le disait pas de manière explicite, mais ça se voyait qu'il se disait putain, encore une gamine qui veut louper l'école ou qui veut louper le travail, ou voilà, enfin une personne qui a la flemme et qui du coup vient en urgence parce qu'elle a un petit bobo. Donc en fait ce médecin, après m'avoir posé plusieurs questions sans avoir vraiment écouté mes réponses, me prescrit un Doliprane, du paracétamol. Et c'est tout. Et ma mère pète un plomb. Elle lui dit mais attendez, enfin ma fille vous dit qu'elle a l'impression que son bras est continuellement engourdi et ça fait plusieurs heures que ça dure et ça ne s'est pas arrangé depuis plusieurs heures. Enfin, peut-être faites des examens, je sais pas. Et le médecin a dit bon, je vais essayer de voir s'il y a pas... Alors je crois qu'il a fait venir une neurologue ensuite. D'ailleurs, je sais pas pourquoi une neurologue, mais peut-être que ça avait un sens, je saurais pas vous dire. Mais en tout cas, il a fait venir une neurologue et la neurologue, beaucoup plus sympa. Hein. Vraiment, elle, c'était cool. Et elle essaye de comprendre, mais vraiment, elle se dit... Enfin, ouais, vraiment bizarre, mais là il va falloir qu'on fasse des tests parce que ce que vous dites c'est... Enfin, je peux pas vous poser un diagnostic sans voir ce qui se passe en fait dans votre bras. Donc, au bout de... Je pense que là il devait être peut-être 15 heures, un truc comme ça.
donc au bout de 5 heures, littéralement aux urgences, ils se disent que c'est une bonne idée de m'envoyer faire ce qui s'appelle donc une échographie Doppler. C'est une échographie où on regarde ce qui se passe au niveau des veines, au niveau du flux, du sang dans le corps, etc. Donc je monte voir une angiologue pour qu'elle me fasse cette écho Doppler. Donc l'angiologue regarde, elle passe son appareil, etc. Et elle dit bah vous avez un sacré caillot de sang dans les veines, madame. J'avais un caillot de sang de 2 cm dans les veines. Là, sous ma clavicule. Qui bloquait du coup le passage du sang dans mon bras. Et qui expliquait finalement pourquoi je n'arrivais pas à faire mes lacets sur mes Doc Martens montantes le matin même. Voilà, plus de sang. Plus de sang dans le bras, enfin très peu en tout cas. Hein. Le sang s'écoulait toujours, mais très peu comparé à ce qui est censé s'écouler normalement. Enfin, un caillot de sang de 2 cm, c'est grand. Enfin, on était exactement à 1,9 cm. Voilà, comme ça vous savez tout de manière très exacte. C'était un beau bébé. Donc l'angiologue m'a expliqué ce que c'était. Ça s'appelle une thrombose veineuse profonde. Pour le coup, moi, c'est des membres supérieurs. Et en fait, l'angiologue était choqué. Alors, un caillot de sang dans les veines, ça existe. Hein, c'est quelque chose dont vous avez très certainement déjà tous entendu parler. Mais en fait, ça arrive généralement chez les personnes plus âgées, ça arrive chez les personnes qui ont des antécédents médicaux qui font que ça peut provoquer ce résultat, etc. Enfin voilà. En fait, vous n'avez pas une gamine de 20 ans qui vient aux urgences pour un caillot de sang de 2 cm dans les veines sous la clavicule droite. C'est pas un truc qui arrive tous les jours. Donc l'angiologue m'a posé vraiment plein de questions, à commencer par les trucs genre oui, est-ce que vous fumez, est-ce que vous savez s'il y a des antécédents d'accidents vasculaires dans votre famille, enfin toutes ces questions-là, parce que en fait elle m'a expliqué que c'était pas normal au point où il allait falloir faire énormément de tests pour comprendre d'où ça vient et pour être sûr en fait de pas passer à côté d'un élément à propos de mon corps qui ferait que ça pourrait m'arriver de nouveau. En fait, il fallait comprendre la cause de la création de ce caillot de sang parce que si on n'était pas sûr de la cause, en fait, on n'était pas à l'abri que ça recommence et que ça finisse mal en fait. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que donc une thrombose veineuse profonde, c'est donc un caillot de sang qui se forme, et un caillot de sang qui se forme dans les veines, ça peut être très dangereux parce que s'il se détache et qu'il migre, il peut migrer dans les poumons et il peut causer la mort, en fait. Hein, on va pas passer par 4 chemins. Donc en fait, si j'avais pas eu de symptômes, que le caillot s'était délogé de là où il était et qu'il avait, donc je rappelle, il était là, d'accord. Donc s'il avait atterri dans mes poumons, ça se serait plutôt mal fini, et quand je dis plutôt mal fini, c'est que j'aurais pas été là pour vous raconter cette histoire. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle l'angiologue voulait vraiment comprendre la raison pour laquelle un caillot s'était formé dans mes veines. C'est primordial en fait. Donc le jour même, après les examens, on m'a prescrit un anticoagulant que j'ai dû prendre pendant en tout 6 mois. Et en fait, l'anticoagulant, c'est ce qui permet au sang d'être plus liquide, on va dire, qui coagule moins, pour pouvoir passer correctement dans mes veines, passer outre en fait le caillot, parce que c'est pas l'anticoagulant qui va enlever le caillot, c'est vraiment mes globules blancs qui font le taf. Mais pour leur faciliter le taf, du coup, l'anticoagulant pendant 6 mois, ça a permis en fait de faire en sorte que le sang continue de passer en fait dans mon bras et que je me retrouve pas avec le bras bleu tous les matins. Donc la journée s'est finie finalement sur un diagnostic de caillot de 2 cm de diamètre, une prescription d'anticoagulants, mais aussi 1000 autres prescriptions d'examens médicaux, donc des analyses de mon génome, des scanners, des IRM, enfin vraiment j'ai fait une batterie de tests à cette époque-là, j'étais à l'hôpital toutes les semaines, c'était chiant à mourir. Mais bon, j'étais en vie au moins. Et c'était donc pour essayer de comprendre ce qui avait causé tout ça. Moi, de cette journée-là, j'ai tiré une conclusion qui a été terrifiante. C'est que si ma mère n'avait pas été là, si ma mère n'avait pas insisté, en fait je serais peut-être rentrée chez moi et alors peut-être que les symptômes auraient été vraiment de plus en plus intenses, etc. et que j'aurais dû retourner aux urgences pour faire des bons tests et tomber sur un bon médecin directement, mais le fait est que j'ai été accueillie par un médecin qui de base allait juste me renvoyer chez moi après avoir pris un Doliprane. C'est... Vraiment, j'y repense des fois et je me dis mais...
c'est une folie. Et en fait, c'est ce qui arrive malheureusement à de très très nombreuses personnes en France et partout dans le monde. Des personnes qui ne sont pas prises au sérieux dans leurs symptômes et du coup des personnes qui perdent la vie ou qui ont des séquelles extrêmement graves alors qu'elles auraient pu être sauvées parce qu'elles sont venues à l'hôpital, aux urgences au bon moment, mais que juste on les a pas prises au sérieux et que du coup elles sont restées dans l'attente ou elles sont restées en fait sans réponse et sans rien pour contrecarrer les symptômes pendant X temps. Et ça m'a terrifiée, vraiment. Je me suis dit mais j'ai eu de la chance. Et en fait ça a été la première fois que j'ai réalisé que oui, certes, les médecins sont des personnes extrêmement respectables, qui font un métier magnifique et qui est bien sûr d'une importance incommensurable pour la société. Mais en fait, les médecins ne seront jamais à la place du patient et à la place de ce que le patient ressent. Donc moi à cette époque, j'avais que 20 ans, je le rappelle, j'étais vraiment dans une optique où je me disais le médecin c'est mieux que moi en fait. Et le médecin c'est mieux que moi au point où le médecin doit savoir mieux que moi ce que je ressens et s'il minimise mes symptômes, c'est que c'est normal. Sauf que malheureusement, c'est pas toujours le cas. Il y a effectivement des moments où nos symptômes, on les extrapole un petit peu et on leur attribue une gravité qui n'est pas réelle. Et à ce moment-là, en fait, les médecins savent très bien expliquer de manière très pédagogue, par A plus B, que voilà, vous inquiétez pas, ce symptôme-là, il est causé par ça, ça, ça. C'est tout à fait normal, ça va être amoindri par tel ou tel médicament, vous inquiétez pas, vous allez aller mieux. Et il y a les médecins où en fait ils vous rassurent pas et vous disent juste de vous taire et de les écouter parce que c'est eux qui ont fait 10 ans d'études. C'est ça aussi qui fait que l'expérience peut être différente et que voilà. Je remets pas du tout en cause évidemment le métier de médecin mais j'ai trouvé que c'était important d'apporter un témoignage comme quoi oui ça arrive et il faut en parler. Et tous les médecins ne sont pas des bons médecins comme tous les profs ne sont pas des bons profs, tous les garagistes ne sont pas des bons garagistes, etc. etc. Après, je suis certaine que ce médecin faisait bien son taf, hein. S'il a toujours son travail aujourd'hui, ce qui est certainement le cas, c'est qu'il a réussi à sauver plein de vies et c'est trop cool. Mais le truc, c'est que, en fait, j'aurais pu y passer, quoi. Donc ça remet un petit peu les pendules à l'heure et c'est là que je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait parfois insister. Et ma mère l'a fait à ma place ce jour-là et tant mieux. Mais bref, revenons à nos moutons et revenons au fait que j'avais une batterie de tests de zinzin à passer parce que il fallait trouver la cause de la formation de ce caillot dans mes veines. Mais de mon côté, j'avais un pressentiment tout du long dont j'avais parlé à l'angiologue jour 1, au moment où j'étais aux urgences et où elle m'a fait l'écho-doppler. Je lui ai dit, mais est-ce que ça pourrait pas être la pilule? Parce qu'en fait, dans la notice de la pilule, dans la section effets secondaires, dans ces grands paragraphes avec les effets secondaires classés par rareté, il y a les accidents de ce type, les thromboses veineuses profondes. C'est un effet secondaire de la pilule qui est dans la notice parce qu'il est déjà arrivé à d'assez nombreuses personnes, que ce soit un risque qui existe vraiment. On parle surtout de ce risque-là pour les personnes qui prennent la pilule et qui fument également. Pour ces personnes-là, quand elles décident de prendre la pilule pour la première fois, parmi les questions qu'on pose, c'est est-ce que vous fumez, etc. Et en fait, si on répond oui à la question est-ce que vous fumez, il me semble qu'il y a certains types de pilules qui peuvent pas être prescrites ou je sais plus exactement, mais en tout cas, la question de fumez-vous oui ou non, c'est une question qui est posée par les médecins et gynécologues quand ils prescrivent la pilule la première fois parce que c'est important. Ça peut avoir des conséquences très très graves. Spoiler alerte, je n'ai jamais fumé de ma vie. D'accord, je pose ça là. Moi de mon côté, c'était vraiment pas une irresponsabilité de ma part, en mode j'ai pas dit au médecin que je fumais pas alors que je fumais ou quoi que ce soit. Pas du tout. Donc, le jour des urgences, j'ai dit à l'angiologue, est-ce que ça pourrait pas être la pilule et tout? Et elle m'a dit, si effectivement ça fait partie des effets secondaires de la pilule, c'est rare, et en fait vous êtes tellement jeune et vous n'avez pas le profil d'une personne à qui ça peut arriver, parce que justement je ne fume pas, donc pour être certain qu'on ne passe pas à côté de quelque chose qui pourrait rendre ces accidents récurrents, il faut qu'on vous fasse tous les tests possibles et imaginables pour en fait tout rayer de la liste. C'était primordial de faire ça. Donc on a fait ça. Et après du coup toute cette batterie de tests innombrables, on s'est rendu compte que tout allait bien sur tous les aspects de mon corps qui ont été testés et que le seul coupable véridique, c'était
la pilule. Donc autant vous dire que depuis le jour 1, de toute manière, où j'avais été aux urgences, l'angiologue m'avait dit « Vous finissez pas votre plaquette. Que vous soyez à 4 jours d'arrêter parce que vous avez rendez-vous chez le gynéco pour vous faire poser un stérilet au cuivre, on s'en fout. Vous arrêtez la plaquette tout de suite. Ça va vous dérégler peut-être un petit peu, mais vous arrêtez cette plaquette de pilule. » Donc j'ai arrêté la pilule à 4 jours de l'arrêter définitivement. En fait, je vous ai raconté tout ça pour retomber sur cette ironie du sort parce que moi je trouve ça absolument zinzin. Et la conclusion du coup après tous ces tests qui a été donnée, c'est que c'est la pilule qui m'avait causé cet accident, ce caillot de sang dans mes veines, et que c'était fini pour moi en fait la pilule. Pour toujours. Donc moi en fait de mon côté je me suis dit bon, j'ai failli y passer, certes, mais par contre là j'ai un antécédent médical qui me permet de justifier auprès de tous les gynécologues qui me demanderont pourquoi un stérilet et pas la pilule. J'aurais juste à leur dire en fait thrombose veineuse profonde en fait. Donc je me souviens à l'époque et encore maintenant en fait c'est vraiment mon arme principale, et j'y reviendrai dans ma vidéo sur l'endométriose. Ça ne m'a pas empêché d'avoir des spécialistes qui me forçaient la main. Hein. Voilà. J'ai eu des ordonnances de pilules dans les mains même après cet accident. Enfin, folie. Mais c'est pas grave, on y reviendra plus tard. Mais donc du coup, la pilule a été pointée du doigt comme étant la coupable et fin en fait. Fin de l'histoire, je ne prends plus jamais la pilule de ma vie et du coup je me fais poser un stérilet comme moyen de contraception. En fait moi aujourd'hui je voulais parler de tout ça et du coup rentrer dans quand même un certain aspect de ma vie privée, on va pas se mentir, hein, je vous ai quand même parlé des moyens de contraception que j'utilisais il y a à peu près 10 ans. J'ai voulu vous parler de tout ça parce que j'ai trouvé que c'était important. Déjà à l'époque, quand ça m'est arrivé, j'en ai parlé directement à mes copines hein, évidemment, parce que quand je me suis réveillée en fait avec le bras tout engourdi et que je me suis rendu compte qu'il était bleu et qu'il était gonflé, etc. Je faisais des updates à mes copines en parallèle. Donc évidemment j'en ai parlé à mes amis proches, ma famille a été mise au courant, etc. Donc il y a plusieurs personnes déjà qui ont été un petit peu sensibilisées sur le sujet au travers de mon expérience, mais en fait j'en parle assez régulièrement. Alors quand je dis assez régulièrement, ça fait très très longtemps que j'en ai pas parlé face to face à des personnes avec en plus autant de détails, etc. Mais quand le sujet en fait est mis sur la table, j'hésite jamais à en parler parce que les premières réponses que j'ai eues quand j'ai parlé de tout ça, c'était des personnes qui étaient surprises et c'était des personnes qui n'étaient même pas nécessairement au courant que ça pouvait arriver. Et je parle de personnes qui prenaient aussi la pilule. Donc ça m'a un peu alertée, déjà pour commencer. Parce que je suis consciente que c'est un des effets secondaires qui est listé sur la notice. Donc ça arrive à des gens, bien sûr, et donc ça arrive à des gens et ça arrive à moi, voilà, c'est un hasard, c'est tout. Mais je pense que ça a un impact particulier en fait. Quand on a une vraie personne en chair et en os qui vous dit les yeux dans les yeux, et tu vois ce qui est écrit sur la notice de la pilule, les accidents de type thrombose veineuse, etc. C'est écrit que c'est d'une rareté de, je crois que c'est une personne sur 10 000 ou un truc comme ça, je sais plus, mais c'est rare en fait. Et on se dit, une personne sur X nombre, c'est gigantesque, ça m'arrivera pas à moi, et en fait, ça m'est arrivé. Et donc avoir une personne qui vous dit ça en direct live, ça a un certain impact. Ça a un certain impact et ça peut permettre aussi, évidemment que toutes mes copines n'auront pas de thrombose veineuse profonde parce que c'est rare. Mais il se peut qu'il y ait une copine d'une copine ou la sœur d'un copain d'une copine. Enfin, voilà, ça peut aider du monde en fait. Ça peut aider du monde et du coup c'est la raison pour laquelle je ne suis jamais embarrassée de parler de ça. Je sais que ça relève quand même du médical, donc ça peut être assez tabou pour certaines personnes, mais pas du tout pour moi parce que je me dis pourquoi est-ce que je voudrais ne pas parler d'une information qui pourrait potentiellement sauver des vies. Voilà, encore une fois je sais que ça arrive pas tous les 4 matins mais on sait jamais. Et le fait que des personnes soient au courant, je sais que j'ai une de mes amies très très proches qui me dit mais j'ai déjà parlé de ton histoire des dizaines et des dizaines de fois à des dizaines de personnes différentes et en fait ça fait son petit bonhomme de chemin et je dis pas que je vais sauver le monde mais ce serait fun mais c'est pas le cas. En fait ça peut permettre à une personne de pas ignorer les symptômes que j'ai eus en se disant tranquille, ça sera parti demain. En fait, je voulais faire de la prévention en faisant ce petit épisode de presque podcast, en faisant ce story time finalement. Je vais finir aussi, je sais pas du tout si c'est la fin, parce que je pense que je vais rajouter des trucs pendant encore 10 minutes, mais vraiment les choses sur lesquelles je voulais insister, c'est que vraiment, c'est important de se connaître.
en termes de santé. C'est important de savoir ce qui est normal à notre propos et ce qui ne l'est pas. Une personne qui a des migraines régulièrement, une grosse migraine d'un seul coup, ça va peut-être lui faire moins peur qu'une personne qui n'a jamais eu mal à la tête de sa vie et qui se retrouve avec une migraine de cinglé du jour au lendemain. Enfin, l'exemple était un petit peu nul, mais en fait, on a tous des choses qui nous arrivent, qui arrivent à notre corps et qui peuvent être sur une échelle du normal, pas normal, voilà, ça varie énormément. Donc écoutez-vous vous-même, faites attention à vous, essayez de prendre conscience de la façon dont votre corps fonctionne, de la façon dont votre corps réagit à certaines choses. Lisez les notices des médicaments. S'il y a bien une chose à retirer de tout ce speech que je vous fais depuis tout à l'heure, c'est lisez les notices de médicaments, je vous en conjure. Et ouais, prenez soin de vous, en fait. Prenez soin de vous, la santé c'est important, notre corps est important, on n'en a qu'un. Et puis je pense que je vais finir là-dessus parce que ça fait vraiment extrêmement longtemps que je parle, sans aucune surprise. Le soleil a déjà commencé à se coucher un petit peu. Donc je vais me taire. J'espère que j'ai pas oublié de parler d'éléments importants que je voulais aborder, mais je ne pense pas. Tout à l'heure, du coup, je disais que cette vidéo, c'est un peu le fondement qui va aussi vous permettre de comprendre, si vous suivez un petit peu les Presque Podcasts, la prochaine fois que je parlerai donc de mes aventures de santé, ce sera très certainement sur l'endométriose. Et en ayant écouté en fait cet épisode, qui est très long, et je suis très désolée pour ça, vous comprendrez en fait un peu le dos quoi, très clairement. Je crois que c'est tout, hein. Venez, on arrête. Venez, on arrête. Mais par contre, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. S'il y a des choses qu'il faut que j'améliore, dites-le moi aussi. Je suis vraiment preneuse de toutes les pistes d'amélioration que vous pouvez trouver. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je sais que c'était un sacré morceau, que j'ai pas mal raconté ma vie. Même moi, là, depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire, mais ferme-la, c'est toi qui fais le montage, ferme-la. Mais c'est pas grave, j'ai raconté, j'ai donné beaucoup de détails, peut-être qu'il y en a qui seront coupés au montage, mais mieux vaut trop que pas assez. Je pense avoir fait le tour de la question. Donc si ça vous a plu, continuez à écouter les Presque Podcasts parce que je vais continuer de parler de ce genre de sujet et vous comprendrez un petit peu mieux, je pense, l'étendue du truc. Et puis si ça peut aider du monde, vraiment c'est le principal. Et puis du coup, pour continuer d'écouter les Presque Podcasts, il faut évidemment être abonné. Un petit j'aime sur la vidéo, ça fait pas de mal aussi. Ça peut me permettre de voir un petit peu les personnes qui sont intéressées, s'il y a du monde qui est intéressé pour ce format-là. Et puis je vais vous laisser. Je vais vous dire à bientôt. Peut-être pas la semaine prochaine, mais certainement la semaine d'après. Je vais faire de mon mieux pour essayer de vous sortir une vidéo la semaine prochaine, mais je suis hyper occupée en ce moment. Donc désolée d'avance si c'est pas le cas. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À bientôt.